développement, on est dans un stade moins risqué de la vie de l'entreprise puisque le taux de défaut est plutôt autour de 1 ou 2 selon l'INSEE. Et enfin, une fois que la PME est déjà mature et qu'elle a un besoin, par exemple, de réorganisation de capital, on va avoir ce qu'on appelle le capital transmission. Et on a souvent des opérations qui peuvent être couplées de capital développement et de capital transmission. Et si je parle du positionnement d'Isatis Capital, on est sur ces deux dernières phases d'accompagnement, le capital développement et le capital transmission. Je te remercie. Mathieu, tu es sur quel positionnement de capital pour tes fonds? Alors nous, on va viser la plus grande diversification possible en termes de typologie d'opération. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément raisonner en termes de maturité d'entreprise. On va raisonner en se disant, dans les opérations qu'on mène, on va avoir des choses qui vont être extrêmement variées. On va par exemple faire du développement en région. On va on va participer à la création d'une nouvelle société, par exemple, qui va se développer sur une région déterminée. Je vous donne un exemple. On a accompagné Grupo Mimo en 2021 qui fait de la restauration. Ils se sont constitués en février, en plein confinement, et ils ont ouvert 2 restaurants, 3 dark kitchen, c'est l'endroit où on va chercher les livraisons. Et cette entreprise-là, elle a déjà fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Et là, sur le mois de septembre, on est sur un chiffre d'affaires mensuel avec l'ouverture d'autres restaurants qui est de 1 250 000 TTC. Donc dans la TVA, dans la restauration, la TVA tourne autour de 10 points. Donc ça nous fait en gros un chiffre d'affaires projeté annuel de l'ordre de 12 millions d'euros. Donc ça, c'est vraiment du développement en région d'entreprise. On peut faire aussi de l'accompagnement à l'international. Par exemple, on investit dans des entreprises de logiciels et qui ont comme objectif d'attaquer le marché américain. On peut intervenir dans des entreprises qui vont chercher à créer des ruptures technologiques. Je pense dans la santé, une entreprise comme Diabeloop qui va permettre aux patients diabétiques de type 1 de pouvoir vivre une vie pratiquement normale. Et ça, c'est un dossier qui est déjà déployé en Europe et qui, en 2023, pourra être également déployé aux États-Unis. On accompagne les entreprises qui font de la croissance externe, qui vont racheter d'autres entreprises. Donc l'idée, c'est d'avoir à la fois une approche diversifiée en termes de sectoriel et une approche aussi diversifiée en termes de typologie d'opération. Donc si je reprends le schéma d'Isatis, on va nous retrouver aussi bien sur du capital risque un peu late stage, comme on dit dans notre jargon, et du capital développement. On va être assez peu sur le capital transmission. Nous, ce qu'on aime bien financer, c'est de la croissance, hein, c'est de la PME française de croissance. Très bien. Alors, mes slides qui ne sont pas dans le bon sens, on va continuer. C'est quels sont. Évidemment, si je prends jamais le bon. Quels sont les avantages fiscaux? Alors, la Commission européenne et la France ont reconduit en 2022, pour la deuxième année consécutive, le taux de réduction pour taux de réduction pour les FCPI et les FIP, qui était de 18% dans la loi et qui est passé à 25% pour 2021 et 2022. Voilà, donc, alors, c'est 25%, ce qu'il faut bien lire, c'est du quota de PME éligible. Et chaque FIP FCPI détermine un taux de PME sur lequel vous visez, vous avez. C'est une bonne question, ça, pour vous. Pourquoi? Parce que pourquoi vous avez 90% et Isatis, vous êtes à 92%, je crois. 90% également. Et 90% également. Pourquoi vous avez choisi 90%, sachant que certains prennent 92%, d'autres 100%, euh, parce que c'est le taux, donc c'est 25% du taux de quota de PME éligible, donc pour Odyssée Croissance 7 dans l'exemple, 25% de 90%, ça fait une réduction fiscale de 22,5. Et donc pareil pour Isatis. Exactement. Et exactement. Bah, je peux commencer à répondre. Donc on a fait effectivement le choix de se mettre à 90% et non pas à 100% de quota d'investissement. Heu, une des raisons, qui nous ont poussé à faire ça, c'est que, pour être éligible au FCPI,
il faut avoir le label innovant de la BPI France. Et si pour une raison X ou Y, on a une société dans laquelle on investit au travers de nos fonds FCPI qui n'obtient pas ce label innovant, on peut mettre à risque l'avantage fiscal de nos investisseurs. Donc ça, c'est une des raisons. Puis ça vient aussi diminuer le risque puisqu'on est investi à 90% et non pas à 100%. D'accord. Mathieu, une raison? La raison, elle est simple, hein. On investit dans des PME de croissance qui, dans les premières années de constitution du portefeuille et donc de vie du fonds, ne vont générer pratiquement pas de produit. Et donc, 90%, en réalité, c'est un produit qui est très pur parce qu'il va être investi quasiment à 100% sur son actif net en PME de croissance. Simplement, il y a quelques frais sur le fonds et ces frais, il faut les payer pendant les toutes premières années de vie du fonds. Et c'est pour ça qu'on est sur un taux de 90% qui est effectivement assez classique. D'accord. Alors, la plus-value donc est exonérée il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Par contre, il y aura les prélèvements sociaux à payer à la sortie. Donc ça, c'est aussi un avantage fiscal. Pour pouvoir souscrire à ces produits, faut être résident fiscal français. Je le répète, il faut aussi payer de l'impôt en France. Il faut être imposable à l'impôt sur le revenu voilà. Et les avantages fiscaux sont acquis sous réserve de conserver les parts des FIP FCPI pendant une durée de au moins de 5 ans à compter de la souscription. Il existe deux, trois solutions pour de sortie anticipée. Sinon, c'est des fonds oui, qu'il faut attendre la liquidation obligatoirement. Les fonds sont de 8 à 10 ans, prorogeables 1 à 2 années supplémentaires en fonction des caractéristiques des produits, on le verra tout à l'heure. Et les sorties anticipées sont le décès du souscripteur ou de son conjoint, l'invalidité et le licenciement du souscripteur ou de son conjoint. Après, il y avait une chose qu'il faut faire assez attention, c'est les avantages, les plafonds d'investissement, parce que un FIP FCPI, un FIP a un plafond, un FCPI a un plafond, un FIP Corse a un plafond, un FIP Outre-mer a un plafond, et quand on est célibataire, on a un plafond, quand on est marié en couple, le plafond est doublé. Et on a aussi donc à tenir compte du taux de réduction. Donc là, on a pris pour le plafond d'investissement une personne seule qui souscrit au maximum 12 000 euros de FCPI ou de FIP. Donc s'il est à 18%, il a 2 160 euros de réduction d'impôt. S'il est à 25%, il a 3 000 euros de réduction d'impôt. S'il est marié, il peut faire le double. S'il cumule son FIP avec les avantages d'un FCPI, donc ça veut dire qu'il fait 24 000, 12 000 de FIP, 12 000 de FCPI et doublé en tant que couple. Et donc là, on voit bien qu'on dépasse les plafonds des niches fiscales, le plafond global des niches fiscales qui est à 10 000 euros. Donc il faut faire très attention. Et en plus, tout ça, c'est cumulable avec le FIP Corse et le FIP Outre-mer. Donc c'est que le global de votre investissement, la réduction du global de votre investissement ne doit pas dépasser 10 000 euros, le plafond des niches fiscales. Voilà. Sur notre site internet de Bourse Direct, c'est aussi indiqué. Évidemment, les FIP FCPI ont des risques, donc risque de perte en capital, d'investissement dans les sociétés non cotées, liquidité des actifs, risque de taux de crédit. Donc quand vous mettez de l'argent sur les FIP FCPI, vous pouvez perdre de l'argent pour différentes raisons. Donc on est sur un fonds commun de placement à risque, donc un fonds risqué. Voilà. Alors j'ai une toute petite en bas, selon Bourse Direct, les recommandations selon Bourse Direct, c'est dans les FIB FCPI, ce qu'on dit depuis des années pour réussir une optimisation fiscale sur les FIB FCPI, c'est d'investir moins, mais régulièrement. Ne faites pas une grosse défiscalisation une année, mais faites-en un petit peu cette année, un petit peu l'année prochaine et un petit peu les années suivantes, parce que c'est vraiment un investissement qu'il faut faire régulièrement chaque année pour réussir sa défiscalisation, parce qu'il y a des millésimes qui sont très très bons et des millésimes qui sont
mauvais aussi. Et donc, c'est la moyenne de ces investissements-là qui vous permet d'optimiser, d'avoir un rendement intéressant sur les FIP FCPI. Et petite remarque aussi, c'est que l'investissement que vous faites aujourd'hui vous sera remboursé dans 8 ans. Et dans 8 ans, vous aurez moins d'efforts d'épargne. Donc, commencez le plus tôt possible à investir dans des FIP FCPI, même des petits montants. C'est pas grave, le montant, vous l'augmenterez avec vos revenus et avec vos remboursements futurs des FIP FCPI. Alors, on va attaquer le cœur. Nicolas, j'ai juste une petite précision sur ce dernier point. Je ne connais pas la mécanique pour Odyssée, mais pour Isatis, on procède en fait au-delà de la période d'indisponibilité fiscale des 5 ans. Donc à partir de la 6e année, si le fonds réalise des cessions, on a la capacité de venir faire des remboursements. Donc on n'est pas obligé d'attendre la fin de vie du fonds pour avoir un remboursement en one shot, mais il peut y avoir 3, 4, 5 distributions sur plusieurs années dès on opère des sessions au-delà de la 6e année. Tout à fait, c'est bon de le rappeler. Effectivement, par rapport à quelques années, les FIP FCPI aujourd'hui font des remboursements par anticipation dès qu'ils ont de la trésorerie. Ils essayent de le redistribuer aux porteurs de parts et de pas de garder la trésorerie dans leur compte. C'est une bonne chose. Donc effectivement, il y a des fonds qui remboursent un petit peu plus tôt, qui font des remboursements par anticipation un petit peu plus tôt. Alors, on va commencer par Mathieu, qui est, j'avais fait un choix qui était la société la plus ancienne, donc une création en 1999 pour Odyssey Venture. Félicitations. Et je te laisse parler, Mathieu. Si mes slides, évidemment, je ne vais jamais dans le bon sens. Vers la droite, ça marche tout de suite. Donc, alors, avant tout, qui est Odyssey Venture? Alors, Odyssey Venture, comme tu dis, c'est une structure qu'on a créée en 1999 par l'équipe qui était à l'origine, qui travaille dans le groupe Banque Populaire, et qui avait créé le premier FCPI pour la petite histoire. C'était effectivement en juin 97. Et donc en 99, on est parti du groupe Banque Populaire et on a créé Odyssey Venture. Ce qui est intéressant dans notre parcours, c'est que on a une cohérence historique dans le sens où moi qui vous parle, je suis cofondateur d'Odyssey Venture. Sébastien, qui est l'autre gérant d'Odyssey Venture, est également cofondateur d'Odyssey Venture. Donc on a une vie commune depuis plus de 25 ans. Et donc on a fait les performances de nos fonds passés et on lève nos fonds présents et on les investit ensemble avec une stratégie de gestion qui a de la cohérence. Et encore une fois, nous, notre souhait, c'est de pouvoir accompagner des PME françaises de croissance. On ne fait que ça. Un petit ajout par rapport à ce que tu disais, les dernières réformes concernant les FIP leur ont permis de pouvoir rayonner sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et donc, on investit dans toutes les régions de métropole. Et exclusivement dans les régions de métropole. Et il n'y a plus les 4 régions limitrophes? Non, c'est fini ça c'est fini depuis 3-4 ans. Eh ben, j'ai un problème d'update. Ah, mais c'est pas, ça a pas de. Enfin, c'est important parce que nous, ça nous permet de pouvoir financer sur tout le territoire national. Non, mais c'est bien. Moins de contraintes, c'est toujours bon pour la performance. Exactement, exactement. Et c'est bon pour nous aussi parce que ça nous permet de diversifier régionalement sur un nombre plus important de territoires. Et donc, comme souvent les territoires sont typés aussi d'un point de vue industriel ou sectoriel, ça nous permet d'être encore mieux diversifiés. Alors, la stratégie d'Odyssée PME Croissance 7. Ben, c'est un produit qui va être investi jusqu'à 90%, enfin au-delà de 90% en PME éligible au regard des critères du FIP, ce qui encore une fois en fait un produit très pur, hein. On va avoir une période de souscription du produit qui est de 14 mois, donc qui pourra éventuellement continuer sur 2023. On n'a aucune certitude en la matière, hein. Sachez qu'aujourd'hui, ce qui a été écrit dans le projet de loi de finances pour 2023, c'est qu'on revient sur le taux de réduction de 18%. Et donc, toutes choses égales par ailleurs par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui
dans les projets de texte devant le Parlement, ce serait la dernière année où on peut profiter de ce taux majoré de 25% multiplié par le taux d'investissement du produit de 90%, donc de 22,5% de réduction d'IR. Donc, si tu passes au slide suivant, ça me permettra de montrer quelle est la stratégie d'investissement qu'on déroule sur ce produit. On va aller chercher en fait 3 moteurs de performance. Le premier moteur de performance, ça va être la croissance organique. On va encore une fois identifier des niches de marché qui nous paraissent être en forte croissance. Ces niches de marché, ce ne sera pas que de la technologie, hein. On va aller dans des dossiers qui ne seront pas forcément technologiques. Nous, encore une fois, notre credo, c'est qu'il faut avoir le plus de diversification sectorielle possible. Et c'est pour ça qu'on aime bien ce produit qui est le FIP, qui nous permet de faire de la techno, mais pas que de la techno. Donc, premier point, croissance organique. Deuxième point, on a des taux réels qui sont encore historiquement bas et on a des entreprises qui sont prime au sens bancaire du terme, ça veut dire qu'elles ont accès au crédit bancaire. Donc souvent, quand elles viennent nous voir, elles vont également chercher un peu de sous auprès de leur banquier, ce qui permet d'avoir un peu de levier financier. Et puis le troisième moteur qu'on utilise, quand on peut, c'est la croissance externe, parce que ça nous permet d'accélérer le développement de nos participations. Alors, est-ce que les PME, on sort du Covid, est-ce que le Covid pour les PME, c'est derrière, l'Ukraine et l'inflation, comment les PME réagissent aujourd'hui? Alors c'est pour ça que c'est extrêmement important d'être bien diversifié sectoriellement. Je vais te donner un exemple. En 2021, on a vendu une entreprise qui s'appelait Universide, et donc qui était un des acteurs principaux de la signature électronique en France. La signature électronique, pendant la crise sanitaire, ça a explosé. Okay, donc, on a effectivement un événement qui est adverse, qui est la crise sanitaire, qui va en général frapper l'économie de façon négative. Et puis, on a un certain nombre d'entreprises qui vont au contraire bénéficier de cette crise, parce que ça va être pour elles un accélérateur de croissance. Okay, et aujourd'hui, si on raisonne par rapport à la crise qu'on connaît, qui a deux impacts, en gros, c'est accroissement des prix de l'énergie, inflation, et derrière éventuellement quelque chose qui sera pas très drôle en termes de croissance macroéconomique. Derrière, on va avoir des acteurs qui vont réagir de façon extrêmement différente par rapport à cette crise. Et encore une fois, à partir du moment où tu es bien diversifié sectoriellement, tu vas pouvoir avoir des acteurs qui vont souffrir et des acteurs qui vont au contraire pouvoir tirer leur épingle du jeu face à ce type de situation. Très bien. Euh, Tu veux qu'on passe à la slide suivante? Oui, avec plaisir. En plus, c'est une bonne chose. J'ai demandé vos performances, de mettre un petit peu les performances de vos fonds. Hum. Alors là, effectivement, Les performances passées ne préjugeant rien des performances futures. c'est clair, mais ça nous permet d'illustrer en fait la vie d'un fonds. Euh, Chez nous, les performances ou les valeurs liquidatives plus exactement, parce qu'en réalité, dans notre métier, parler de performance, il faut vraiment aller au moment où un fonds est liquidé, parce qu'à un moment où un fonds est liquidé, là, on a cédé l'intégralité du portefeuille et on a pu transformer l'intégralité des entreprises dans lesquelles on a investi en cash. Et c'est réellement là qu'on peut parler de performance. Tant que on n'a pas liquidé notre fonds, on est sur des valorisations. Et tout à l'heure, tu as évoqué un certain nombre de risques dans le non-coté. Il y a un des risques qui s'appelle le risque de valorisation et qui correspond au fait que on ne va jamais vendre une entreprise sur la base de la valeur qu'on a dans nos livres. Soit il y aura une compète entre industriels pour la racheter et on la vendra plus cher, soit il y aura un événement adverse qui peut l'affecter et on la vendra moins cher. C'est ça le risque de valorisation. Donc, encore une fois, on peut parler de performance qu'à partir du moment où les fonds sont liquidés. Donc là, vous avez un historique qui est relativement long, qui remonte à Capital Proximité, qui est notre premier FIP. On s'est lancé en 2005 sur le FIP. Et qui permet de voir que dans les premières années de vie du fonds, on va constituer notre portefeuille et on aura toujours des performances négatives.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ensuite, on va avoir un portefeuille qui va maturer, sur lequel on va pouvoir extérioriser de la valeur. Et à partir du moment où ça va se passer, on va commencer à repasser positif. On va générer du cash sur le fonds au travers des sessions qu'on réalise, et là, on va être en capacité de faire une première distribution. Nous, on a une règle chez Odyssée, c'est que au 7e anniversaire du fonds, quoi qu'il arrive, on retourne la totalité du cash qu'il y a sur le fonds au porteur. La quasi-totalité du cash. Ensuite, on continue à céder nos lignes et on remonte dans le temps pour arriver à liquider complètement notre fonds avec une deuxième, une troisième distribution. Et c'est encore une fois quand le fonds est complètement liquidé qu'on peut réellement parler de performance. Très bien, je te remercie. Ben, c'est moi. Alors, donc ça, c'est évidemment tous les risques qu'on a dit, qu'on a redit et qu'on redit tout le temps. Euh, donc, Bourse Direct insiste aussi sur les autres produits qui existent, qui ne sont pas des produits fiscaux, qui sont des produits aussi intéressants. Et je sais que chez vous, vous avez un FCPR qu'on recommande fortement aussi, qui est intéressant. Donc, on en parlera un petit peu à la fin si on a des questions dessus. Alors, Euraseo, comme je vous ai dit, je suis assez triste de ne pas les avoir, mais ils nous ont envoyé des slides. Donc là, c'est leur première page. Là, c'est les risques d'Euraseo aussi. Là, c'est la présentation d'Euraseo. Donc, c'est un acteur aussi incontournable avec des actifs importants, implantés dans différents pays, avec une stratégie ESG, mais aujourd'hui, tout le monde a une stratégie ESG. Des collaborateurs, c'est un très gros acteur de la place en France et en Europe. Leurs caractéristiques, ils souhaitent lever une quarantaine de milliers d'euros, un fonds qui va être sur 7 ans, donc c'est un FCPI qui investit en France et en Europe. Il n'y a pas de droit d'entrée comme ils ont mis, il y a des frais de gestion, comme vous voyez. Voilà, donc il est investi à 92%, donc il leur fera un taux de réduction à 23%. Voilà, ils s'investissent principalement sur leur stratégie, historiquement, ils ont 20% sur du Smart City, c'est la mobilité, les infrastructures connectées, les technologies transverses. 50% de leur portefeuille sont sur du digital et 30% sont sur de la santé. Voilà, donc ils font une sélection. Donc ça remet la même chose. Ils ont mis des exemples de sociétés derrière par secteur. Mais je vous enverrai les présentations des fonds dans leur globalité. Vous avez derrière le sourcing, je suis revenu en arrière, et les performances aussi de leur historique. Donc, ils ne sont pas non plus mauvaises, voire bonnes comme nos acteurs ce soir. Ils remboursent aussi régulièrement les fonds. Et alors, il y avait ça, et je vais demander à Louis et à euh, Mathieu, est-ce que vous voyez des deals augmenter en Europe et en France globalement sur le VC? Sur le VC, en tout cas, sur le venture capital, nous, on n'est pas du tout Oui, positionné, en tout cas, oui. Isatis. Ça, c'est plutôt les phases d'amorçage. Il me semble effectivement que Euraseo est effectivement positionné un peu plus sur le financement des startups, chose qui n'est pas le cas, en tout cas, pour Isatis. Et pour ensuite Odyssée, c'est plutôt du late stage capital risk, hein, comme vous disiez. Donc, je ne sais pas si c'est qualifié comme VC. Mais toutes ces petites PME viendront bientôt vous voir. Ouais, Donc, tout à fait. donc, il y a un potentiel de dingue quand je vois ça.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, il y a eu effectivement un volume, en tout cas sur le marché du capital développement et du capital transmission, il y a eu également une accélération ces derniers temps, mais je vois pas, mais pas un pic comme je peux voir sur l'innovation en 2021. Quand on regarde les chiffres de France Invest, c'est effectivement sur la partie venture ou amorçage qu'il y a eu une explosion sur l'année 2021. Ça n'a pas été aussi marquant sur la partie capital développement et transmission, bien qu'en croissance. Et effectivement, ce sera des opportunités une fois que ces startups auront réalisé des résultats donc positifs, qu'elles seront déjà établies. Là, ça pourra devenir effectivement une opportunité d'investissement de notre côté. Chez Isatis Capital, on reçoit en moyenne 300 opportunités d'investissement chaque année et on va réaliser en moyenne 7, 8, 9 investissements par an. Donc vous voyez qu'on est extrêmement sélectif et on a un vivier de PME françaises qui est profond puisque en France, on a dans les 140 000 PME et ça, c'est à comparer au marché, par exemple, coté, où des entreprises cotées en France, on va avoir un millier d'entreprises, pas plus. Donc, on a un vivier extrêmement profond. Et les PME, c'est 23% de la valeur ajoutée française. On est vraiment, donc, quand on est un acteur du capital développement, de l'investissement dans de la PME de croissance, on vient participer à l'économie réelle, puisque c'est de là que viennent la majorité des emplois. Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose? Euh, en, en termes de taille de deal, en fait, les montants que vous voyez là sont des montants qui sont absolument astronomiques. Et il faut se rendre compte que les tickets d'investissement que nous, on peut déployer en région pour accompagner des PME métropolitaines, c'est des tickets qui sont de l'ordre de 1 à 5 millions d'euros. Et donc, qui vont s'investir dans des boîtes qui sont des PME françaises classiques. Là, on est sur des tickets d'investissement qui en moyenne vont être beaucoup, beaucoup plus élevés et sur des paris de développement et sur des paris technologiques qui vont être beaucoup, beaucoup plus importants. Donc effectivement, avec un niveau de risque significatif et la nécessité d'arriver à faire un multiple sur des tickets d'investissement qui sont déjà importants et qui vont alimenter des valorisations qui sont elles-mêmes importantes. Donc avec aussi des perspectives de créer des leaders mondiaux. Euh, donc une typologie d'investissement qui n'est pas tout à fait ce que nous, on peut pratiquer. Et donc c'est très bien parce que ça permet aux clients de Bourse Directe de pouvoir accéder à divers types de gestion et de pouvoir panacher de façon à diversifier. Puisque je vous ai dit que nous, notre credo, c'est la diversification. Oui, oui, j'ai bien entendu. Alors, on va passer à Isatis, Louis, sur la présentation de votre FCPI. Oui, ben, merci beaucoup. Déjà, Isatis Capital, hein, pour faire une petite présentation, on est plus récent dans la création de la société, puisqu'on a été créé en 2013, mais l'équipe dirigeante a un fort historique, puisque ça a été une société créée suite à un spin-off de la BNP Paribas. Donc, l'équipe dirigeante a plus de 20 ans d'expérience commune dans le financement de PME non cotées, dans le private equity, et en indépendance totale depuis 2013. Donc comme on l'a un petit peu expliqué précédemment, hein, notre métier c'est le capital développement et le capital transmission, donc on ne fait pas du tout de financement de start-up, hein. C'est des sociétés qui sont déjà rentables et qui sont en phase de croissance et qui ont encore du potentiel de développement important. Euh, Aujourd'hui, on est une équipe de 18 personnes et on a 12 personnes qui sont vraiment uniquement dédiées à l'investissement pour justement faire ce travail d'étude dont je parlais. Je parlais de 300 dossiers étudiés tous les ans pour un taux de conversion inférieur à 3%. C'est toute cette équipe qui va étudier tous ces deals pour sélectionner les meilleurs d'entre eux d'après notre processus qui est donc unique pour tous nos fonds chez Isatis Capital. On va en fait avoir des fonds d'un côté qui vont être des fonds agréés par l'AMF. Ce sont donc des fonds qui sont disponibles aux particuliers, comme ce FCPI. Et on a également, on pourra en parler enfin, là, comme tu
le proposait Nicolas, on a également un FCPR qui lui est un fonds perpétuel, hein. Juste pour refaire un petit point là-dessus, les FCPI, les FIP dont on parle aujourd'hui, ce sont des fonds qu'on appelle datés ou des fonds fermés, c'est-à-dire qu'ils ont une durée de vie prédéfinie. Et on a d'autres types de fonds comme le FCPR qu'on appelle perpétuel ou Evergreen avec une durée de vie de 99 ans et qui est un fonds de capitalisation en opposition aux FCPI et aux FIP qui sont des fonds de distribution. Il y a des FCPR qui sont datés aussi, hein. Exactement, exactement. Bah, en fait, Le- le FCPI et le FIP est une forme de FCPR. On a le chapeau FCPR et en dessous, on a des typologies de FCPR. Il y a des FCPR qui sont fiscaux, des FCPR qui sont non fiscaux. On a des FCPI et des FIP. Exactement. Mathieu, Donc, votre FCPR est daté, vous? Oui, oui, c'est un FCPR qui est agréé AMF, qui est daté et qui a une petite particularité, c'est qu'il est ouvert également au remploi de cession. Quand un entrepreneur vend sa boîte, il peut choisir de l'apporter à une holding. Cette holding va ensuite vendre l'entreprise et il va pouvoir être en report d'imposition sur sa plus-value à partir du moment où il remploie au moins 60% de son produit de cession dans des outils éligibles. Et on a la grande chance, à mon sens, depuis 2019, d'avoir une ouverture aux structures de capital investissement pour faire ça, et donc de pouvoir diversifier, avoir une gestion collective, etc., pour ces entrepreneurs. Alors, ouais. Et juste un dernier point sur les fonds sur Isatis. Donc ça, c'est pour la partie agréée. On a également une activité institutionnelle où là, ce sont des fonds qui ne sont pas agréés et donc qui sont des fonds qu'on appelle professionnels, des FPCI, fonds professionnels de capital investissement. Et on a notamment un mandat de fonds dédié pour un des plus gros institutionnels français, le Fonds de réserve pour les retraites, qui est extrêmement vigilant sur les notions de ESG dont tu parlais. Donc là, c'est vraiment un tampon et une forte reconnaissance de notre gestion d'avoir cet institutionnel. Et donc, ce processus de gestion est unique pour tous les fonds, hein, que ce soit la gestion institutionnelle ou la gestion à destination des particuliers. C'est le même processus. On va sélectionner des PME françaises uniquement, non cotées puisqu'on fait du private equity, et à fort potentiel. Donc nous, notre créneau, c'est des sociétés, comme je le disais, qui sont rentables, qui sont en croissance, qui sont innovantes. Donc, quand on parle d'innovation, l'innovation, c'est pas uniquement chez les startups. L'innovation, c'est à tout stade de vie d'une entreprise et une entreprise qui cesse d'innover, c'est une entreprise qui finira par mourir. Ensuite, l'innovation, c'est aussi, on pense à l'innovation dans le produit, mais ça peut être de l'innovation dans du service, ça peut être de l'innovation dans de l'organisation, dans du management, etc. Donc, c'est très vaste. Faut pas avoir peur de l'aspect innovation. C'est des entreprises qui sont soit déjà tournées à l'international et qui sont donc exportatrices, soit qui ont vocation à s'internationaliser, hein. Et donc, Mathieu parlait d'accompagnement de sociétés, notamment dans les logiciels, pour qu'elles se déploient à l'international. C'est également chose qu'on va faire, cibler des entreprises qui ont ce potentiel de développement et qui cherchent de l'accompagnement pour aller s'exporter. Ensuite, on a un positionnement particulier aussi au sein d'Isatis. Et d'ailleurs, vous parliez, on parlait du contexte actuel de la crise du Covid, etc. Ça nous a été plutôt opportun, c'est d'être positionné en B2B. Alors, le fait d'être en B2B et de ne pas faire du tout de tout ce qui va être consommation, on va être un petit peu plus résilient, on va moins être dans des cycles liés à la consommation des ménages. Donc ça ne veut pas dire qu'on est immunisé, mais c'est plus résilient et on le voit qu'on a pu traverser, je vous présenterai le secteur d'investissement privilégié, mais on a pu traverser la crise de Covid sans avoir de casse, alors qu'on avait une économie qui était quasiment à l'arrêt. Donc vraiment, quand je dis B2B, donc ça veut dire que nos entreprises ont une clientèle d'entreprise. Et évidemment, on parlait d'ESG, donc c'est des entreprises qui sont sensibles aux ESG, aux enjeux d'environnement, de social et de bonne gouvernance, qui considèrent que ces critères extra-financiers sont également source de création de valeur pour leur entreprise. Derrière, on va accompagner en moyenne les entreprises pendant 5 ans en moyenne. Et sur l'histoire d'Isatis, on a fait plus de 120 investissements non cotés. L'histoire de l'équipe, pardon. Et sur ces 120 investissements, on a réalisé, on parlait de croissance externe également, de le rachat d'autres sociétés, et on a fait 95 opérations de croissance externe. Donc ça, c'est aussi une vraie
valeur ajoutée qu'a Isatis, une vraie compétence, c'est de trouver des entreprises qui sont potentiellement, qui peuvent devenir des plateformes de consolidation dans des marchés assez fragmentés. Je vais vous prendre un exemple après. Si je parle maintenant des thématiques sectorielles, donc aujourd'hui, la très grande majorité de nos investissements, hein, plus de 90%, sont dans ces trois thématiques qui vont être en fait la première étant tout ce qui est lié à le besoin de transformation digitale de notre économie. Et donc ça, celui-ci comme la santé dont je parlerai après, c'est des secteurs qu'on considère comme profonds et vraiment porteurs d'avenir sur encore plusieurs décennies. Donc, dans la transformation digitale, je vais mettre tout ce qui est de l'infogérance, du logiciel, du conseil en transformation digitale, ça peut être de la cybersécurité également. Et je vais vous prendre un exemple. On a investi, on accompagne une société qui s'appelle Metaline et qui est une société qui fait de l'infogérance. Cette société-là, on est rentré à leur capital. Donc, quand on rentre au capital, on rentre en actions et en obligations convertibles, hein. Donc, on couple toujours, enfin très souvent, de manière à pas trop diluer le capital de l'entrepreneur. On cherche vraiment des entrepreneurs qui, pour la plupart, n'ont jamais ouvert leur capital à un fonds d'investissement. Donc, de manière à pas trop les diluer dans le capital, on vient faire ce qu'on appelle des obligations convertibles. Et donc, cette entreprise-là, Metaline, quand on est rentré, elle faisait 12 millions d'euros de chiffre et on a fait en 5 ans 7 opérations de croissance externe pour l'emmener au-delà de 60 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'on a multiplié par 5 le chiffre d'affaires en 5 ans. Donc, on a vraiment fait d'une PME une entreprise de taille intermédiaire. Et ça, c'est le slogan d'Isatis, de dire qu'on est de pépiniériste à ETI. Donc, on prend des PME qui ont un fort potentiel, on leur amène des capitaux et de l'accompagnement pour passer l'étape et qu'elles aient vraiment la structure financière et les fondations solides pour passer à l'étape d'après et devenir entreprise de taille intermédiaire. Ensuite, le deuxième segment qu'on privilégie, c'est la santé. Dans la santé, j'exclus tout ce qui est biotechnologie, puisque là, la biotechnologie, on est sur des durées d'accompagnement très longues pour la plupart du temps, alors que nous, on est plutôt sur et donc des durées d'accompagnement qui dépassent la durée de vie des fonds de 7, 8, 9 ans. Donc on est plutôt là sur le matériel médical ou paramédical. On vient d'ailleurs de faire un de nos derniers investissements qui s'appelle IMED, qui fait de la distribution d'équipements d'équipements médical pour tout ce qui est signe vital, contrôle du signe vital du patient, comme les électrocardiogrammes par exemple. On peut être aussi dans la nutrition. On a une société qui s'appelle Saveur et Vie et qui fait de la distribution de plateaux repas auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées à domicile. Ça peut être également de la e-santé. On a fait un investissement qu'on a cédé depuis, mais qui s'appelait Web Santé et qui faisait tout le parcours, le suivi du patient, d'un point de vue logiciel, de la feuille de soins au suivi par la suite. Donc, un logiciel destiné aux établissements de santé, les hôpitaux. Et enfin, le dernier secteur, la dernière thématique sectorielle qu'on va regarder, c'est tout ce qui est lié aux services ou aux technologies de pointe. Donc là, on va être par exemple sur de l'industrie de pointe à très forte valeur ajoutée sur des niches de marché, sur de l'ingénierie par exemple, ou sur vraiment du conseil en stratégie, du service de très haut niveau pour de l'amélioration par exemple de l'expérience client ou de changement de business model. Voilà pour ces thématiques sectorielles, caractéristiques communes, comme je le disais, qui sont plutôt positionnées en B2B. Alors après, sur la slide, donc 90%, les Voilà, avantages fiscaux de voilà, 2,5, voilà, ça c'est, on peut passer classique. effectivement. Et effectivement, sur l'approche un peu des performances de vos anciens fonds, voilà. Ouais, voilà, donc ce qu'on constate effectivement, on n'a pas encore sous Isatis l'historique à montrer qu'a pu vous montrer Odyssée. Et comme l'a très bien rappelé Mathieu, faut faire attention quand on regarde les performances. Déjà, évidemment, on l'a déjà dit un certain nombre de fois, le passé ne présage pas du futur. Mais au-delà de ça, pour juger de la réelle performance d'un fonds, il faut attendre qu'il soit liquidé. Maintenant, ce qu'on peut regarder effectivement, c'est les montants distribués. Donc, on voit que on parlait de courbe en J, hein, les fonds qui sont négatifs les premières années. Donc, c'est ce qu'on constate sur les 4-5 derniers millésimes. Et ensuite, au-delà de cette courbe en J, on repasse dans le positif. Et donc, quand on est au-delà de la 6e année, on a des distributions qui commencent à être opérées. Et donc là, on le voit, on a commencé à faire deux opérations de distribution sur les premiers fonds et on a une nouvelle qui arrive en fin du mois d'octobre, puis une troisième encore qui va arriver d'ici la fin de l'année.
de racheter mon petit gazon. Très bien. Bah, écoutez, est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas été vous avez pas posé beaucoup de questions. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Des compléments? Mathieu, si tu veux rajouter quelque chose? Bon, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, hein. Je peux peut-être rappeler le fait que on parle beaucoup d'impact. Alors, les fonds qu'on gère ne sont pas forcément des fonds qui rentrent dans des catégories réglementaires définissant l'impact au sens réglementation européenne, mais en revanche, on accompagne des PME et là, avec l'objectif de les faire grandir. On sait bien qu'en matière de création d'emplois, ben, l'essentiel de cette création, elle vient du tissu de PME. Et donc, de ce point de vue-là, à cet égard, on peut dire qu'on a un impact fort sur notre environnement et que mettre l'argent des souscripteurs au, au service du développement des PME françaises, c'est quelque chose peut être satisfaisant au-delà de la réduction d'impôts, au-delà des espoirs de performance qu'on peut avoir. Ouais, tout à fait. Et on fait et juste pour compléter sur ce point-là, on prend effectivement l'opportunité, donc on a des reportings semestriels à faire pour vous présenter les valeurs liquidatives et les frais supportés par le fonds. Et on prend cette opportunité-là pour vous faire un magazine qu'on appelle le Passion Entreprendre et qui est envoyé tous les semestres donc à tous nos investisseurs finaux, tous nos investisseurs particuliers, où là on va venir faire une interview des dirigeants, présenter ce qui s'est passé dans la vie des fonds pour vraiment vous montrer l'accompagnement qu'on fait et vous présenter la vie de nos participations puisque, comme le disait Mathieu, on participe à la dynamique économique du pays et donc on a de très belles histoires à raconter et donc c'est au travers de ce magazine-là qu'on vous présente la vie de ces investissements. Très bien, ben, je vous remercie à tous. Je voulais juste faire si j'y arrive, parce que je suis pas très doué dans ces choses-là. Est-ce que vous voyez mon navigateur? Oui, Oui, alors super. Alors vous avez le site Bourse Direct. Pour accéder aux différents produits qu'on vous a présentés, vous allez sur Épargne, toutes nos solutions. Vous avez les différents produits FCPI qu'on commercialise. Donc, toujours, vous retrouvez souvent une vidéo, les produits mis en avant, la définition, les avantages fiscaux. Vous pouvez retourner directement sur un FCPI FIP pour voir la liste des produits qu'on commercialise. Donc là, je suis par exemple sur le FIP Asia 19. Vous voyez tout le descriptif du produit. Vous avez la réglementation avec la plaquette bulletin de souscription d'ici et sur la droite. Et surtout, vous pouvez, chez Bourse Direct, vous pouvez souscrire en ligne. Donc en vous connectant, alors il faut remplir correctement son espace client, mais derrière, si vous voulez souscrire le produit Zatis, tout se fait en ligne. Vous pouvez faire règlement par virement, prélèvement, chèque au nominatif pur euh, et aussi au nominatif administré là, depuis aujourd'hui. Et vous poursuivez la souscription. En deux clics, c'est fait et vous, l'argent ne provient pas d'une d'une infraction passible. Voilà, le niveau de risque, elle se posera des petites questions sur votre niveau de risque, la connaissance des produits, et puis derrière, vous souscrivez, vous confirmez la demande, et vous passez ici, vous faites signer, et vous allez comment ça s'appelle, en signature électronique chez YouSign, qui est celui qui signe. Voilà, c'est juste pour vous montrer la facilité de signer. Votre bulletin de souscription est tout imprimé correctement, tout pré-rempli, tout pré-rempli, prêt à être signé. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez le moindre problème, vous venez vous venez nous appeler à vos services épargne et nous poser votre question. Bah écoutez, il n'y a pas eu plus de questions que ça. Je vous souhaite
une bonne une bonne soirée. Et puis merci aux participants. Merci Mathieu, merci Louis. Merci à vous, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée également. Soirée. Au revoir.